Sur les 26 études, il y en a 17 qui utilisent des critères primaires de réponse complètement différents. L'agrément, en fait, entre ces critères était pauvre dans 75% des cas et fort dans seulement 4% des cas. Pour compliquer encore le tout, dans Prospect, une étude qui a étudié en fait les critères d'évaluation donc de réponse en termes volumétriques, en fait, il y avait 426 patients qui ont été revus. 99% de ces patients étaient définis comme répondeurs par au moins un critère. 95% des mêmes patients étaient définis comme non-répondeurs par au moins un critère. Ça devient de plus en plus complexe. Et en plus, quand on regarde la population de prospects, on se rend compte que l'agrément entre la réponse clinique et la réponse volumétrique, en fait, était pauvre dans l'ensemble et souvent égal juste au niveau d'agrément expecté, donc attendu par chance. Donc en fait, quand vous me demandez est-ce qu'on peut optimaliser nos patients et obtenir une meilleure réponse, je pense qu'actuellement, on est malheureusement à un stade où il faut d'abord redéfinir ce que c'est vraiment une réponse et un patient répondeur. Alors, malgré tout, il y a des patients qui répondent et il y a des patients qui ne répondent pas. On le sent bien cliniquement. Il y a des patients qui vont vous dire « je suis transformé, vous faites son écho, il a majoré de 10-15% de fraction d'éjection, c'est un répondeur ». Et puis il y a des patients qui ne répondent pas. Alors, où elle se situe la différence? Eh bien, de nouveau, au risque de vous décevoir, je vais vous dire, il n'y a pas une réponse. Pourquoi? Parce que la réponse à la CRT, elle est définie par un ensemble de facteurs. Et pour faire simple, retenez qu'il y a 3 facteurs essentiels. On peut résumer à ça. Les caractéristiques du patient, les problèmes d'implantation de la sonde et de localisation de la sonde, et en fait la programmation du device. Quand je parle des caractéristiques du patient, en fait, donc, excusez-moi, je pense à l'étiologie de l'insuffisance cardiaque, au degré de sévérité de l'insuffisance cardiaque, au degré d'asynchronisme électrique, à l'existence d'un traitement médical optimal préalable, à l'émergence d'arythmie, à l'existence d'une asynchronie mécanique. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Au niveau des problèmes de placement de sonde, il y a des problèmes de scar, donc de cicatrices, il y a des problèmes d'anatomie, il y a des problèmes également de localisation du délai. Et en fait, et enfin seulement, on pourra parler d'optimalisation du device. Alors, comment optimaliser, en fait, pardon. Comment optimaliser notre patient? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, je pense que ça doit passer par 3 étapes qui sont reliées à ces 3 points que je viens de vous montrer. Optimalisation du processus de sélection du patient, optimalisation de l'implantation des sondes, optimalisation donc, du setting du pacemaker et du device. L'optimalisation de la sélection du patient, elle passe en fait par la reconnaissance du patient idéal. Et pour ça, on a des guidelines. Et les guidelines, ils sont tous congruents. Ils disent, ben, actuellement, oui, le meilleur patient, le patient idéal, c'est un patient qui a moins de 35% de fraction d'éjection, qui a plus de 120 millisecondes de QRS, qui est en classe 3 et qui est sous médication optimale. Et ça, je pense que si vous travaillez en clinique, en CRT, il faut pour l'instant s'y tenir. Parce que tout le reste, vous pouvez le faire en termes de recherche, mais actuellement, il n'y a rien de démontré. Donc, au moins sélectionner ces patients-là. Après, vous pouvez regarder, est-ce qu'il y a de l'asynchronie au niveau électrique? Il faut qu'il y ait un délai de conduction. Ici, par exemple, je vous montre un ECG d'un patient qui a bénéficié d'une CRT. Vous voyez, il a un BAV du premier degré, donc un PR extrêmement long, un QRS qui fait quasiment 200 millisecondes, avec un retard gauche et une déviation axiale gauche très marquée. Ce patient, mais il a déjà électriquement, et je veux dire au moins électriquement, un délai d'activation important. Donc c'est sûr que ce patient est, en tout cas sur base électrique, un bon candidat. Malheureusement, la largeur du QRS à elle seule ne suffit pas à prédire la réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les autres paramètres que je vous ai montrés. Okay? Donc ça ne suffit pas. Par contre, ce qui est établi, c'est que le changement de largeur du QRS après resynchronisation est actuellement le paramètre le mieux corrélé à la réponse, à la CRT. Si vous avez un patient avec un QRS large, vous le resynchronisez, il a un QRS fin, c'est le meilleur paramètre qui va prédire une réponse. Donc, les narrow QRS, moi je veux bien, on peut étudier, on peut faire des tonnes d'études. À mon sens, d'un point de vue clinique, je ne parle pas en recherche de nouveau, il n'y a pas d'indication. Et actuellement, il y a une étude qui a été publiée tout récemment, Malid CRT, qui a bien montré qu'effectivement, la taux de réponse était proportionnel à la largeur du QRS. Deuxième patient,
que je vais vous montrer. Et là, je veux que vous interveniez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un patient que j'ai vu aux urgences. On m'appelle motif dyspnée. OK, 48 ans, homme. 3e fois qu'il est hospitalisé depuis janvier. OK? Alors, regardez un petit peu le QRS. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est large. Oui, effectivement. Et c'est la 3e fois qu'il est hospitalisé depuis janvier. Mais quand on regarde, il est à 118 de fréquence. Il est quand même rapide. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est un retard gauche, mais son axe, il est à 90 degrés. Il regarde déjà vers le ciel, là. Il est prêt à y aller, là. Hein, c'est vraiment... Mais il pointe le ciel, là. Il n'y a pas d'autre moyen de le dire. Et puis, bon, il y a d'autres petites caractéristiques électriques. Là, il y a une discordance dans l'élévation des QRS en précordial et dans l'élévation périphérique. Bref, c'est un patient très malade. Très malade. Je vais voir dans son dossier quand même, hein, parce que bon, on veut lui mettre une CRT, on va lire le dossier avant. Wow, c'est 4 mois avant 4 mois avant. C'est le même patient. Vous avez vu le changement de QRS? On discute un peu avec le patient. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des douleurs dans la poitrine? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Puis, de fil en aiguille, le patient vous dit, mais vous savez, moi j'ai des problèmes financiers. Et le médicament? Ouais, je crois que j'ai pris. Je crois? Non, il faut être sûr, là. OK. On va faire un petit... Oh, hein, on va vous regarder pendant 3 jours dans un lit, on va vous mettre un peu de Lasix, parce que là, vos jambes, elles sont bien enflées. Et voilà, après 3 jours de Lasix. OK? Donc, ceci pour vous dire, l'asynchronisme, il peut être induit par de la surcharge, par du stretch ventriculaire. Les patients que vous considérez pour une implantation d'une CRT, c'est des patients qui sont traités de façon optimale, qui doivent être top-notch. Et à ce moment-là, parce que c'est sûr, vous pouvez implanter un patient comme ça, il ne va jamais répondre. Qu'est-ce que vous voulez? Même chose, on vous appelle parfois pour des patients qui sont à 120, qui ont un bloc gauche fonctionnel, qui est rate dependent. Vous n'allez jamais pouvoir passer votre patient au-delà de 120, vous allez le tuer. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir le ralentir. Mais quand il vous dit ralentir, il n'y aura plus son bloc gauche. Oh, ce n'est pas une bonne indication. Okay? Donc sélection des patients. Sélectionner le patient sur base de critères de délai électromécanique. Moi, je veux bien, mais prouvez-le moi. Il n'y a rien dans la littérature actuellement qui a prouvé sur une étude multicentrique qu'on pouvait sélectionner des patients sur base d'une dysynchronie mécanique. Donc, j'y vais un peu, je passe au-dessus de ça, mais je pense qu'actuellement, il n'y a aucun critère qui peut être retenu. Est-ce qu'on se trompe en regardant de la dysynchronie? Est-ce qu'il faudrait plutôt regarder de la discoordination? Je pense que c'est une piste intéressante en termes de recherche. On pourra en reparler plus tard. Je ne vais pas passer plus de temps parce que je vois que le temps passe assez vite. Alors, conditions particulières, toujours dans la sélection des patients. Est-ce que les patients en fibrillation, il ne faut pas les implanter? Non, je pense qu'on peut les implanter. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'études qui montrent que ces patients-là peuvent être des candidats répondeurs. La seule chose, c'est que vous devez savoir que le taux de réponse va chuter aux alentours de 50%, au lieu d'être aux alentours de 70%. Est-ce qu'il faut implanter les patients de plus de 65 ans? Oui. Oui, ils vont répondre au même titre que les patients de 65 ans. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut faire une réflexion plus approfondie sur la nécessité d'associer un ICD ou non chez ces patients-là. Et moi, je pense personnellement, je donne mon avis. Tout à fait, je vous dis, je n'ai pas une énorme expérience, donc on peut en discuter après, mais je pense qu'au-delà de 75 ans, il faut vraiment être très prudent quand on décide d'implanter un ICD. Les cardiopathies ischémiques, le taux de réponse est moins bon. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la nécrose, ils ont des cicatrices, et donc vous pouvez essayer de resynchroniser une cicatrice, ça ne se contracte pas, ça ne se contractera jamais. Okay? Donc ces patients-là, de nouveau, il ne faut pas les exclure. La seule chose, c'est que je pense qu'il faut faire des études de viabilité avant. C'est des principes tout bêtes, mais ce n'est pas fait souvent, malheureusement. Parce que c'est time-consuming, parce qu'il y a des obstacles, enfin bref. Les patients avec insuffisance cardiaque modérée. Je vous ai dit, actuellement, toutes les études elles ont été faites sur des classes 3. Actuellement, si vous regardez MADIT CRT, donc la dernière étude publiée dans le domaine, ils ont inclus des patients de classe 2 et ils sont répondeurs. Ils répondent aussi bien que les classes 3. D'où, moi, mon sentiment, c'est que avec le temps, on va les implanter de plus en plus tôt. Je pense que beaucoup de ces patients, malheureusement, on les implante aussi trop tard. Et là, on rejoint une autre question, c'est une question qui rejoint un peu celle de la viabilité, c'est-à-dire qu'un patient, quand il a un volume télédiastolique de 80 mm, d'un diamètre télédiastolique de 80 mm, excusez-moi, vous
pouvez faire ce que vous voulez, le resynchroniser, il n'y aura pas de remodeling inverse. Okay, il y a de la fibrose, ce muscle est virtuellement mort. Hein. Alors, est-ce qu'on peut améliorer le patient en optimalisant le positionnement de la sonde? De nouveau, on va éviter les zones de nécrose et de scar si c'est un patient qui a une cardiopathie ischémique, mais évidemment, on va toujours être limité par l'anatomie du réseau veineux. Et donc, ça, c'est quelque chose dont il faut en tenir compte. Est-ce que de faire un ciblage précis de la zone qui présente le plus grand délai est intéressant? Ça, c'est une étude, en fait, dans laquelle ils ont comparé différentes techniques qui permettaient de cibler la zone la plus retardée. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que malheureusement, dès que vous comparez deux techniques, il n'y a aucun agrément entre les deux techniques sur la zone la plus tardive. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est mon expérience en salle d'implantation, c'est que vous avez beau me dire, voilà, la zone la plus retardée, c'est le tiers inférieur de la paroi latérale moyenne dans le segment apical. J'ai une veine qui va là, qui descend sur le côté, là. Okay, je ne peux pas aller nécessairement là, vous me le dites, c'est une chose. Et deuxièmement, si par chance, il y a une veine qui va justement là, dans cet endroit-là, moi, comment je la place, ma sonde? Ben, je regarde la silhouette cardiaque avec une scopie, hein, et puis je fais un peu d'oblique gauche, un peu d'oblique droite. Vous pensez que je vais exactement la mettre là, alors que deux techniques là, extrêmement compétentes pour définir une région vont... Donc non, je pense qu'il faut admettre qu'on est limité là, au niveau du positionnement de la sonde. Est-ce que c'est important comme problème? Ben, en fait, je ne pense pas. Parce qu'il y a beaucoup d'études maintenant qui tentent à montrer qu'en fait, les résultats d'une CRT ils peuvent être obtenus en plaçant grosso modo la sonde dans la paroi latérale gauche. C'est quand même bien raisonnable. Regardons les variations de pression associées à ces changements. OK ? Moins 2 mm de mercure en passant d'un extrême à l'autre. Moins 1,5 mm de mercure en passant d'un extrême à l'autre. OK ? Donc, moi, je pense que vous pouvez effectivement améliorer la réponse à votre CRT en majorant peut-être de 5 mm de mercure la réponse, en trouvant, je dirais, un extrême, la plus mauvaise programmation versus la meilleure. Mais à mon sens, vous ne ferez jamais d'un non-répondeur un répondeur en optimalisant votre device. Est-ce qu'on peut améliorer la réponse clinique dans son ensemble? Est-ce qu'on peut diminuer par exemple le taux d'hospitalisation, des choses comme ça? Il y a des études qui ont montré qu'effectivement, c'était possible. Mais c'est extrêmement time-consuming. C'est-à-dire qu'en écho, ben, on fait d'abord une optimalisation en regardant les flux mitraux, puis les calculs des VTI, puis bref, on fait du Doppler tissulaire, c'est assez time-consuming. Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Oui, je pense qu'il faut le faire, une fois. Parce que de toute façon, quand votre patient il va passer à l'effort, ça, ce sera plus valable. Ça va changer. Et ça a été clairement démontré. Donc l'avenir, c'est quoi? Ben, l'avenir, j'aime pas trop montrer ces dias-là, parce que c'est des études qui ont été sponsorisées par des firmes médicales, mais c'est quand même peut-être ça l'avenir pour l'optimalisation du device. Des technologies qui permettent d'améliorer automatiquement les paramètres et le setting de l'appareil. QuickUp pour Saint-Jude, ils ont comparé en fait, qu'est-ce qui se passe si à chaque fois que le patient va à la clinique de pacemaker, avec qu'on contrôle son pacemaker, on effectue une optimalisation. Même résultat qu'un suivi échocardiographique avec optimalisation intensive. OK, c'est déjà pas mal. Encore mieux, Clear Study de Serin, donc qui a été présenté à CardioSteam en 2010. Là, l'extrémité de la sonde ventriculaire gauche, elle a un capteur de contractilité. Et le device est capable d'améliorer automatiquement, beat to beat, son paramétrage pour avoir tout le temps la programmation idéale. Ça se traduit par quoi? Un taux de réponse qui monte à 86% au lieu de 62%. Intéressant. Intéressant. Je ne dis pas que c'est l'avenir nécessairement, mais je dis, en termes d'optimalisation sur base du device, c'est peut-être vers ça qu'on va. Pour le reste, je pense que c'est vraiment ouvert à la recherche, que malheureusement, actuellement, on a encore beaucoup de boulot, mais c'est un domaine passionnant. Voilà, un grand merci.